Je suis Marion Tétégan-Simon, je suis la directrice de la recherche chez Valores, qui est une institution à but non lucratif qui fait de la recherche appliquée et puis de l'accompagnement communautaire avec différents axes, l'adaptation au changement climatique, des activités sur les milieux humides, les sols, puis la pêche et l'aquaculture de manière générale. Puis, c'est moi qui suis la coordinatrice du projet Adaptation Péninsule Acadienne. Donc, pour la présentation, je vais présenter un peu le constat et l'impact régional dans la péninsule acadienne, parler du projet Adaptation PA, comment est-ce qu'il est coordonné, la méthodologie que nous utilisons, passer brièvement sur l'exemple de Shippagan, la ville où est située Valores, puis parler un peu de résilience de la communauté, les leçons et les observations que nous avons pu tirer, puis les quelques initiatives que nous avons effectuées. Donc, au niveau du constat et de l'impact régional, la péninsule acadienne, un peu comme plusieurs autres régions, on a observé une augmentation du niveau marin, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. On a de moins en moins de couverts de glace. Les défis les plus importants qu'on rencontre sont au niveau de l'érosion et de l'inondation, ou la submersion. Il y a des problèmes dans les terres au niveau de l'infiltration de l'eau salée dans les puits. On a beaucoup de zones à risque. Puis, ça occasionne bien sûr des déplacements de population. Ici, c'est une carte où je voulais illustrer justement les problèmes d'érosion. Depuis plusieurs années, on a une érosion qui est continue et qui s'amplifie au cours du temps. Ici, c'est l'exemple du village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. C'est une toute petite municipalité de la péninsule. Puis là, à gauche, on a la photo en 1944, puis celle à droite en 2012. Puis on voit qu'entre ces deux années-là, on a perdu jusqu'à 86 mètres. C'est plus d'1 mètre par année. Puis quand on voit, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur la page Internet d'Adaptation PA. Puis on peut faire bouger le curseur, puis voir l'évolution sur toute la côte, là. Mais si on regarde à droite, on a de plus en plus d'habitations et d'infrastructures qui sont à risque et qui vont être obligées de se déplacer. Donc, on a plusieurs zones dans la péninsule avec ce type de problématique-là. Puis, c'est de là qu'est née l'initiative du projet Adaptation Péninsule Acadienne. Donc, c'est une initiative qui est collective et participative, puis qui a été initiée en 2011. Donc, participative, collective, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui ont participé à la création de ce projet. Donc, la CSRPA, c'est la Commission de services régionaux de la péninsule acadienne, qui fait un peu tout ce qui est règlement, qui s'occupe de tout ce qui est aspect réglementaire. On a le Forum des maires, donc qui réunit tous les maires de toutes les municipalités de la péninsule. On a travaillé en concertation avec différents ministères du Nouveau-Brunswick, plus spécifiquement le ministère de l'Environnement, des gouvernements locaux et plus particulièrement le secrétariat des changements climatiques. Et puis également le ministère du Développement de l'énergie et des ressources, qui est un peu l'équivalent au Québec du ministère des Ressources naturelles. Il y a plusieurs organismes sans but lucratif et des organismes à but lucratif qui ont été impliqués. On avait aussi à la table des professeurs à l'université, différentes municipalités, et puis aussi des citoyens lambda qui étaient intéressés par l'initiative. Et donc, le projet Adaptation Péninsule Acadienne, ça regroupe, donc ici, sur la carte, on voit les limites de la péninsule, donc c'est au nord-est de la province du Nouveau-Brunswick. Puis ce projet, c'est un projet régional qui permet d'identifier et d'implanter des mesures qui vont permettre, in fine, de réduire les impacts actuels et futurs de l'érosion et de l'inondation côtière. C'est vraiment les deux problématiques sur lesquelles le projet se focalise. Puis Valores, le rôle qu'il joue, c'est d'offrir un accompagnement qui serait sur mesure pour chacune des municipalités qu'on peut voir ici sur cette carte. Donc justement, le rôle de Valores, c'est un rôle de coordination. Donc à l'interne, on a une équipe qui est assez diversifiée au niveau des expertises. Puis notre rôle, c'est de faire le pilotage du projet avec une entente avec le Forum des maires, mener des démarches d'accompagnement des communautés avec des sous-projets. Donc, on a des activités communes à toutes les municipalités, puis des sous-projets pour chacune des municipalités pour un accompagnement sur mesure. On sert d'intermédiaire pour collaborer avec les différents intervenants, que ce soit les organismes à but lucratif, les universitaires, les organismes sans but lucratif.
On a mis en place un comité consultatif pour le projet pour permettre d'avoir le pouls de la communauté et puis de faire un retour sur nos activités. Puis on a établi les processus pour les plans d'adaptation sur mesure pour chacune des municipalités. Justement, concernant le comité consultatif, la mission des membres du comité, c'était d'inspirer, de guider dans les efforts pour augmenter la résilience face au changement climatique. Puis le mandat, plus précisément, c'est de représenter l'opinion de la population, faire des recommandations pour que nous, on puisse avoir le pouls de la population, contribuer à tout ce qui est sensibilisation, puis stimuler l'engagement par rapport aux différentes démarches d'adaptation au changement climatique, favoriser le développement d'une compréhension et d'une vision commune, et puis appuyer les démarches de financement. Parce que c'est toujours ça un peu le défi, c'est financer tous ces beaux projets-là. Au niveau de la méthodologie qu'on a employée, c'est un peu similaire à ce que Félix-Antoine avait présenté tout à l'heure. On fait une analyse de risque d'érosion et d'inondation. C'est les deux aléas qui nous intéressent. C'est géré par Valorès et la Commission des services régionaux de la péninsule. C'est ce qu'on appelle une étape préparatoire. Par la suite, selon la municipalité, on va aller aux étapes 1, 2, 3 et 4. Donc, la première, c'est de faire des priorités et identifier des stratégies potentielles d'adaptation. Donc, pour ce faire, il y a un groupe de travail qui est monté par la municipalité. Donc, ce n'est pas le conseil municipal, ce n'est pas non plus des employés de la municipalité. C'est bien qu'il y en ait un, mais idéalement, c'est des choix au sein de la population, de personnes qui sont intéressées par ce groupe de travail. Donc, on leur présente les risques d'érosion et d'inondation, les différents scénarios. Par la suite, ils font des priorisations d'enjeux et de secteurs, puis on formule des recommandations d'adaptation. Ensuite, selon les enjeux puis les secteurs à risque, il y a une étape d'évaluation qui n'est pas nécessairement exécutée par toutes les municipalités, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Mais à cette étape-là, c'est beaucoup l'évaluation et la sélection des stratégies par rapport à des analyses co-avantages, des analyses de faisabilité, puis des études techniques. À l'étape 3, donc, c'est vraiment la rédaction du plan d'adaptation. Donc là, on fait des consultations publiques. Donc, on va tirer on va s'inspirer des discussions qui ont eu lieu à l'étape 1 pour faire des consultations publiques, présenter les différents enjeux, les secteurs qui ont été identifiés, les propositions de stratégie, puis avoir l'avis de la population. Des fois, on fait 2, 3 consultations publiques de manière à avoir toute la population présente, puis qu'elle soit au courant de ce qui se passe dans leur municipalité. Une fois qu'on a eu l'avis de tous, c'est des sessions d'environ 1 à 2 heures. Ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Il y a des petits groupes de travail. On explique en profondeur les zones à risque, les différentes stratégies préconisées par le groupe de travail. Puis à la suite de ça, donc on retourne à la table à dessin avec le groupe de travail. On refait les priorisations, les secteurs, etc. pour, in fine, faire un choix de recommandation puis rédiger le plan d'adaptation. Donc, c'est Valorès qui a la charge de la rédaction du plan d'adaptation qui est par la suite validé par le groupe de travail. Ensuite, il est soumis à la municipalité, puis présenté au ministère de l'Environnement. Donc, l'étape 4, c'est l'étape de réalisation, donc la mise en œuvre du plan. Il y a différentes actions dans le plan qu'il faut mettre en œuvre, puis Valorès accompagne la municipalité dans la mise en œuvre du plan. On s'assure de voir si les actions qui ont été identifiées sont réalistes et réalisables. Si ce n'est pas le cas, on fait une mise à jour du plan s'il y a besoin. On évalue aussi l'efficacité des actions avec des indicateurs, soit qualitatifs ou quantitatifs, selon les actions qui sont mises en place. Par rapport à l'exemple de Shippagan, donc je vais passer vite fait parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. On avait identifié 24 secteurs à risque d'érosion et d'inondation qui sont encerclés ici en rouge. Puis pour chacun de ces risques-là, il y avait plusieurs zones, soit en retrait ou en accommodation. Donc, les zones en retrait, c'est que dans ces zones-là, il n'y a aucune nouvelle construction qui n'est permise et c'est basé sur les risques d'érosion. Puis ici, les zones en retrait, on les voit en gris. Les zones en accommodation, ce sont les zones qui pourraient être habitables, mais avec un premier plancher qui doit être au-dessus du niveau d'inondation, qui est basé sur le risque d'inondation.
Après, bon, il y a des réglementations qui ont été mises en œuvre par la municipalité de Shippagan pour contraindre la population à ne pas s'établir dans certaines zones ou à absolument à avoir des constructions qui sont plus hautes que les constructions d'avant. Aussi, la municipalité de Shippagan a été accompagnée par la commission des services régionaux qui légifère au niveau de tout ce qui est réglementation pour les permis de construction, etc. Ça, c'est une des pages du plan d'adaptation de la municipalité de Shippagan. Donc, de manière très simple, on identifie des actions, puis pour les actions, on identifie le secteur concerné. Donc, tantôt, je vous ai parlé de 24 secteurs. Donc, on a le secteur concerné, l'échéancier pour établir l'action, une prévision des coûts, la source de financement associée à l'action, qui est responsable de l'action, et puis l'identification des partenaires pour la réalisation de l'action en question. De manière générale, dans la péninsule acadienne, où est-ce qu'on est rendu? Par rapport à l'étape préparatoire, on a 82% des municipalités qui l'ont faite. C'est-à-dire que l'analyse de risque d'érosion et d'inondation a été réalisée. Il nous reste seulement les zones en gris qu'on peut voir ici. Au niveau de l'étape 1, c'est-à-dire faire les priorisations au niveau des enjeux et des stratégies, on a 37% des municipalités qui l'ont fait. 26 d'entre elles ont fait les évaluations au niveau analyse coût-avantage, analyse de faisabilité. Au niveau de l'étape 3, on a juste 16% qui ont leur plan d'adaptation de rédigé et de fait, et 13% qui ont commencé la mise en œuvre du plan. Adaptation PA, c'est aussi un plan de communication. Donc, on a différents outils pour essayer de rejoindre toutes les sphères de la population. On a les réseaux sociaux habituels. On a un site Internet où on a des boîtes à outils, on a tous les rapports, tous les plans d'adaptation qui figurent. On a un magazine qui sort annuellement où on fait mention de différentes questions sur l'érosion et l'inondation. On a un kiosque mobile qu'on peut déplacer à différents endroits. C'est sûr qu'en 2020, on ne l'a pas fait parce que, à cause des restrictions COVID, on a préféré ne pas le faire. On fait plusieurs capsules médiatiques au niveau de la radio, les radios locales, puis on invite comme Radio-Canada, par exemple, à venir faire des reportages pour expliquer les différentes initiatives qui se font dans la péninsule. Pourquoi l'adaptation au changement climatique? C'est sûr que c'est mieux de prévenir que de réagir, puis ça permet d'assurer la viabilité des communautés qui sont à risque, de limiter les dommages par rapport aux tempêtes. Tantôt, Félix-Antoine parlait de Dorian. Ça avait beaucoup fragilisé aussi au niveau de la péninsule. L'idée à la fin, c'est de pouvoir assurer une sécurité publique, une meilleure qualité de vie, diminuer l'éco-anxiété et puis permettre aussi un maintien et rehausser la santé économique régionale. Ce qu'on gagne à faire ce genre de démarche-là, c'est définitivement d'avoir des actions qui sont à la fois concertées et complémentaires pour être plus efficaces, puis avoir un certain poids face aux décideurs politiques, soit face aux financeurs plus particulièrement. Au niveau des expertises et des ressources, on a une économie d'échelle. Donc, le fait de faire des projets avec plusieurs municipalités regroupées, ça réduit les coûts. Et puis aussi le partage de connaissances et d'expériences qui est très intéressant pour les différentes communautés. Comme leçon observée, ça fait depuis 2011. Première chose, c'est que j'ai présenté un processus en 5 étapes, mais ce sont 5 étapes qui peuvent être faites en 5 ans ou moins, selon la disponibilité des acteurs concernés, donc les municipalités, puis aussi selon le financement accordé. Ce ne sont pas dans toutes les municipalités qu'on a des personnes qui courent pour faire partie du groupe de travail. Donc, on a déjà fait face à des personnes un peu récalcitrantes et fatalistes qui vont nous sortir que les changements climatiques n'existent pas, ou bien qu'ils sont assez vieux et que ce n'est pas grave si ça s'érode, de toute façon, ils vont mourir. Donc, bon, on a des fois des discours un peu déconcertants, mais on a aussi des bonnes âmes qui sont prêtes à travailler avec tout le monde puis trouver des solutions.
Ça avait été très difficile au départ de rejoindre toutes les sphères de la communauté. On a des populations vieillissantes qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que depuis l'année dernière, on s'est affilié avec l'Acadie Nouvelle pour justement diffuser le magazine, puis c'est un autre moyen de les rejoindre. On a observé un stress de plus en plus important, donc plusieurs personnes qui nous contactent chez Valorez pour savoir qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'érosion sur ma côte. J'ai peur de perdre ma maison, parce qu'ici au Nouveau-Brunswick, on n'a pas encore, en tout cas, de mécanisme pour aider la population à faire des déplacements d'infrastructures ou de déplacer leur maison. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont stressés par rapport à ça. Mais il y a un bel accompagnement au niveau des décideurs, les maires, les députés, puis la commission des services régionaux qui essaye d'aider ces populations-là, de mettre un poids au niveau de Fredericton pour essayer de débloquer des fonds pour eux. On a un soutien très important des fonds en fiducie pour l'environnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est ce fonds-là qui finance, on va dire, 95% des activités qu'on fait dans le projet Adaptation PA. Au niveau des initiatives, on a des ateliers de formation pour la restauration naturelle des côtes. On fait des essais d'expérimentation de restauration via des méthodes naturelles. Depuis l'année dernière, on a initié un accompagnement du secteur agricole et pas seulement communautaire. Et puis, cette année, on va commencer l'accompagnement du secteur aquacole.